FIAC, il y a le rez-de-chaussée pour les artistes confirmés et le premier étage pour ceux moins expérimentés. Ce qui les différencie, il y a tout simplement un écart de plusieurs zéros entre les deux. 30% des galeries qui sont sélectionnées pour participer à la FIAC sont français. Ce n'est pas, ça nous place en fait parmi les grandes manifestations d'art dans le monde en premier pour le contingent national. Et ce n'est pas parce que nous nous efforçons absolument de prendre un nombre important de galeries françaises, c'est parce que la scène artistique en France est très forte et la FIAC a cette spécificité de vouloir représenter la scène française. Cette scène française si riche, que représente-t-elle dans le marché de l'art international? Je pense qu'actuellement, il y a un désamour pour l'art français, dont peut-être ma génération de conservateurs et d'historiens a été quelque peu responsable. Et puis peut-être des galeristes soumis à la pression ont privilégié une scène américaine dominante. Quels que soient leurs horizons, les artistes cette année ont redoublé d'idées et d'inventivité. Les Américains ont voulu radicaliser la peinture en faisant des objets, alors que les Français voulaient toujours faire ce que Franck Castel appelait de la peinture un moyen de connaissance, un moyen de savoir. Et les gens de support surface, différemment, ont pris la peinture américaine et ont essayé de l'ancrer dans l'histoire et essayé d'élaborer une conception même de la peinture qui soit anthropologique. L'anthropologie, c'est à la fois l'ange et le démon de la création contemporaine française. Maintenant que l'art américain a affirmé qu'il était le grand dépositaire de la tradition formaliste italo-française, peut-être qu'on peut se retourner vers ces Français avec leur qualité dans la peinture, la subtilité, le goût de la lumière, une élégance peut-être, et pourquoi pas. Et le prix Marcel Duchamp rend hommage à la création contemporaine française en distinguant les artistes les plus novateurs de leur génération. Je crois que le travail que fait la DIAF et par l'intermédiaire du prix Marcel Duchamp depuis les années 2000 environ a fait énormément parce que ce sont des réseaux qui ont été créés. La France, avant, avait du mal, n'est pas un pays de réseau, n'est pas un pays qui crée des réseaux de terrain. Et là, depuis les années 90, les générations Pierre Huyghe, Philippe Parano, eux-mêmes se sont construits leur propre réseau. La génération actuelle suit cela. Et on le sent maintenant dans cette FIAC parce que cette scène française est très très présente, très très appréciée. Une vitalité française incarnée cette année par Latifa Ekak, lauréate du prix Marcel Duchamp. Depuis quelques années, les artistes français sont montrés aussi par des galeries internationales. C'est le cas, par exemple, de Cyprien Gaillard, qui est présent dans sa galerie mère, qui est Burgada et Carniel de Paris, mais aussi, par exemple, chez Pusbrut Margers de Berlin et de Londres. Et c'est un phénomène qui se généralise. C'est une chose très heureuse parce que dans les années 80 et 90, les artistes français avaient beaucoup de mal à s'imposer à l'étranger. Et je ne dis pas que c'est une situation qui se renverse et que c'est radicalement l'opposé, mais en tout cas, les choses deviennent plus faciles. Les artistes français attirent une audience, un public à l'étranger aussi. Les ténors de l'art contemporain étaient aussi représentés, comme le Britannique Damien Hirst et ses Papillons de la discorde. La galerie Applica Prazan, quant à elle, présentait des œuvres de Poliakov. La galerie a 20 ans cette année et lorsqu'on a réfléchi à quel serait l'artiste qui serait le plus approprié pour fêter cet anniversaire, sachant que nous sommes mono-spécialistes des peintres de l'école de Paris, il nous est apparu évident que Poliakov était celui qui à la fois représenterait le mieux l'école de Paris des années 50 en tant que telle, et aussi probablement la galerie parce que je crois que c'est l'artiste dont on a vendu le plus d'œuvres de qualité au fil des 20 années que nous existons. Grand explorateur des relations entre la ligne et la surface,
Le fond et la forme, la couleur et la lumière, Polyakov est un pionnier. Il se considérait comme né en Russie, mais comme peintre français. C'est une histoire particulière, c'est une toile qu'il a mis beaucoup de temps à écrire. Il l'a fait au cours des années 52, 53 et 54. Elle est d'un aboutissement parfait. Enfin, je veux dire, l'équilibre de cette composition, ses couleurs, la façon dont les formes s'organisent sur la toile reflète, je crois, très précisément exactement ce que Polyakov voulait démontrer à l'époque. Il vient lui-même des grandes avant-gardes abstraites, mais il a une écriture qui n'appartient qu'à lui, qui est reconnaissable entre toutes les écritures plastiques. Dans cette grande foire, on trouve le meilleur comme le pire au milieu des 184 galeries et des 25 pays représentés. À chacun de faire son choix. La pièce qui résume peut-être le mieux toute cette exposition, où on a cherché un peu à la lisière de l'abstraction, du sexe et de l'humour, c'est cette œuvre de François Morlet, qui est de 87. Et non content d'avoir réalisé ça de manière totalement abstraite, en plus on y rajoute le petit grain de, c'est le cas de le dire, le petit grain d'amusement qui est, c'est fait avec de la peau de porc. Donc c'est une impression avec de la peau de porc peinte en rose. À l'art, rien n'est impossible. Il y a toujours chaque année des nouveaux artistes que je vois se profiler et que je pense vont faire une œuvre. Et je pense que ce jeune sculpteur américain, Gavin Kenyon, va faire une œuvre. Je suis persuadée également que le jeune Thaïlandais Korakrit Arunchaya va faire une belle œuvre. Il n'a pas 30 ans encore, il est tout jeune. À bon collectionneur, salut! Il y a quelques œuvres qui vont signer un peu cette FIAC 2013. J'en suis à cette veille de fermeture quasiment certaine. Le Ai Weiwei, fabuleux, montré par Neugerim Schneider, un arbre fait en acier qui est assemblé de morceaux d'arbres morts boulonnés ensemble. C'est une construction extrêmement puissante, sculpturale, qui montre à la fois, si vous voulez, la mort, bien sûr, mais aussi une tentative de reconstruction. Et puisque c'est un arbre, quelque part, la vie aussi. À l'instar de l'arbre d'Ai Weiwei, une édition qui crie de toutes parts « L'arbre n'est pas mort ». Ça vous fait d'être à la FIAC avec tout ça? Parce que ça n'a rien à voir avec la photo. Alors, j'ai travaillé en Italie pour faire 13 objets avec l'aide de Vacheron Constantin qui m'ont permis de réaliser des petits totems presque sans fonction, in 13 différents matériaux, avec 13 précises différentes techniques, matériaux nouveaux ou anciens. Alors, quelques types de bois, et le verre soufflé, et métal, plexi, etc. J'ai travaillé avec des artisans très virtuoses, italiens, du nord d'Italie, from Turin to Milan to Venise. Ça vous fait sourire. Pourquoi ça vous fait sourire? Parce que ce sont des vieux amis. Avec eux, j'ai une grande confidence. On pouvait travailler au téléphone très vite, parce qu'il faut aller vite. Et c'est ça. Je suis à la FIAC, je suis content d'être à la FIAC. C'est un honneur.
déjà travaillé beaucoup avec la Fondation Cartier. Et la Fondation Cartier, avec Vacheron Constantin, ils sont du même groupe. Sur le conseiller pour ce projet a été la Fondation Cartier. Alors on a travaillé avec Vacheron et Fondation Cartier. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette expérience-là? J'aime beaucoup de faire du design qui n'a pas de fonction. De l'art. Alors le design qui est prototype et prototype presque la sculpture et presque l'art. Une sorte de liaison. À quoi ça sert, ça? Une petite sculpture. Dans cette période, il y a l'idée de travailler avec la méthode du design, mais pour obtenir de l'art, c'est-à-dire design émotionnel, pas seulement fonctionnel ou technique, pas seulement des instruments, mais aussi quelque chose de avec l'âme expressive. Enfin, de l'amour. Oui, de l'amour et de la spiritualité aussi. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette espèce de mise en valeur, de retour à l'intérêt que peut avoir la scène française et les jeunes artistes français. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient méprisés carrément, et tout d'un coup on ne parle que d'eux. Sans être véritablement méprisés, ils étaient moins considérés ces dernières années. Mais quand même, cette année, on sent vraiment une force, une résurgence de la scène française par sa jeune génération. Alors pour les raisons, je crois que le travail que fait la DIAF et par l'intermédiaire du prix Marcel Duchamp depuis les années 2000 environ a fait énormément parce que ce sont des réseaux qui ont été créés. La France, avant, avait du mal, n'est pas un pays de réseau, n'est pas un pays qui crée des réseaux de terrain, contrairement aux pays anglo-saxons. Et là, depuis les années 90, les générations Pierre Huyghe, Philippe Parano, eux-mêmes se sont construits leur propre réseau, n'ont pas attendu cela, n'ont pas attendu qu'on voilà, des aides. Ils sont eux-mêmes passés directement dans des réseaux de terrain à une autre vitesse. La génération actuelle suit cela et on le sent maintenant dans cette FIAC parce que cette scène française est très très présente, très très appréciée et on sent que collectionnée. Hein. Quand on observe le marché de l'art, je crois qu'on est vraiment très très en avant de ce qui peut se produire plus tard. Et au-delà du marché de l'art, au niveau de la création, on peut considérer qu'on sent déjà que la France est en train de changer. La France est déjà en train de passer au XXIe siècle. La pièce qui résume peut-être le mieux toute cette exposition, on a cherché un peu à la lisière de l'abstraction du sexe et de l'humour, c'est cette œuvre de François Morlet, qui est de 87 et qui résume vraiment l'histoire de cette exposition. C'est une œuvre totalement abstraite, comme le fait généralement François Morlet. Sauf que là, le sujet, c'est, comme vous le voyez dans les titres, la pipe, accroupe-t-on, le missionnaire. Ici, vous avez 69 et en levrette. C'est le Kama Sutra. Et non content d'avoir réalisé ça de manière totalement abstraite, en plus il y rajoute le petit grain c'est le cas de le dire, le petit grain d'amusement qui c'est fait avec de la peau de porc. Donc c'est une impression avec de la peau de porc peinte en rose, ce qui rajoute au charme de la pièce. Oui, c'est
quelques cochonneries. Et donc c'est quelques cochonneries, mais sans être cochon. François Morlet, c'est un artiste français très important qui a toujours flirté d'ailleurs qui a un sens de l'humour incroyable. Et quand il a fait des pièces géométriques qui se voulaient sérieuses, il y avait toujours un brin d'humour, un brin de décalage. Et donc dans ces pièces, ça résume aussi pas mal l'œuvre de Morlet, puisqu'il n'y a pas le néon, mais il y a tout l'humour et la géométrie. Et d'ailleurs, le titre de la pièce, c'est « Géométrie dans les spasmes ». Il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de galeries étrangères, mais il y a beaucoup d'artistes français qui sont à l'honneur. Et finalement, on a eu un public français très captif et très intéressé. Et par les artistes français, donc pas seulement par la scène internationale, mais aussi par les grands artistes français. Qu'est-ce que vous trouvez de remarquable dans cette FIAC cette saison? Écoutez, d'abord la qualité générale de la FIAC, qui est quand même une vraie foire internationale, une des très grandes foires internationales. Et je suis très heureux d'y être, même si je n'ai qu'un petit stand. Je crois que c'est vraiment très important pour nous d'être là, et je ne saurais trop remercier la FIAC et son comité de sélection de m'avoir permis de montrer ici des artistes que je défends, c'est-à-dire les artistes de support surface qui ont fait un peu l'histoire et l'histoire de l'art en France entre 1968 et 1960, on va dire 16, qui est le grand moment, pourrait-on dire, support surface. Je ne voudrais pas apparaître seulement comme un défenseur de la scène française. Je n'ai aucun réflexe nationaliste, voire même patriotique. Ce qui m'intéresse, c'est l'art, dans sa portée, comme je suis français, dans ce qu'une œuvre d'art peut apporter d'universel. Mais aussi, je suis de plus en plus intéressé parce qu'elle peut apporter de particulier. Alors, au cours de ma carrière dans les musées, j'ai commencé ma carrière en défendant l'art américain. J'ai enrichi le musée d'art moderne de Saint-Étienne avec des pièces aujourd'hui inachetables par un musée de province. J'ai défendu aussi la scène allemande. J'ai montré Gerhard Richter, il y a des œuvres de Gerhard Richter au musée de Saint-Étienne. J'ai montré Thomas Schutte, il y a des Frank Stella au musée de Saint-Étienne. Il y a des Donald Judd, des Sol Lewitt, des Robert Morris, il y a Mario Merz, il y a Gilberto Zorio, qui est un Italien. Donc je ne suis pas suspect de nationalisme, mais je suis français et je pense qu'actuellement, il y a un désamour pour l'art français, dont peut-être ma génération de conservateurs et d'historiens a été quelque peu responsable. Et puis peut-être des galeristes soumis à la pression n'ont peut-être pas défendu par crainte d'apparaître précisément nationaliste. Et vous voyez que j'éprouve moi aussi quelque peu cette crainte. On privilégiait une scène américaine dominante. Et ça n'est pas critique dans ma bouche parce que je pense qu'il y a de très grands artistes américains. Et l'un de mes rêves, c'est d'exposer dans un face-à-face impérieux et impérial Claude Viala et Frank Stella et d'autres artistes américains et français. Et je crois qu'il y a eu en France, pendant les années 60, enfin les années 60 et les années 70, des artistes qui ont repris quelque chose de l'art américain, mais lui ont donné une autre portée et un autre sens. Alors il y a Buren, il y a Michel Parmentier, on va agréger à la scène française Olivier Mosset et Niel Toroni qui est montré ici. Et puis il y a mes amis de support surface, Claude Viala, Patrick Seytour, Daniel Dezeuse, Louis Kahn, Marc Devade, Noël Dolla, Tony Grant. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans leur travail? D'abord, c'est un travail, je dirais, intelligent. Et c'est un travail qui, dans les années 60, à la fin des années 60, veut marquer une rupture avec une école de Paris, cette seconde école de Paris, cette nouvelle école de Paris, qui n'en finit pas de se prétendre nouvelle et qui est en train de décliner doucement. Et les gens de ma génération ne supportent plus cette idée de tradition française,
pas par manque de patriotisme, mais tout simplement parce que peut-être aussi, comme me le disait un jour Pierre Buralio, qui a participé à cette scène, mais sans être membre de Support Surface, comme me l'ont confirmé par exemple Bernard Pagès un jour, il y a eu un choc pour ma génération avec la guerre d'Algérie. Et donc, alors la tradition française, vous savez, on ne savait plus très bien où elle était. Donc des partis pris radicaux, un peu extrémistes, parmi les gens de cette génération, d'où des gens qui allaient non pas vers les gauchistes de 68, parce qu'ils étaient trop âgés, mais vers le marxisme, et vers le maoïsme, et voulaient faire une peinture politique sans qu'il y ait d'image compassionnelle, d'image didactique, d'image revendicatrice. Donc ils ont cherché à revenir à ce qui leur paraissait disparaître dans la peinture tradition française, c'est-à-dire les fondamentaux, même peut-être ce qu'un homme comme André Lotte appelait les invariants plastiques. Et on leur donne un autre sens dans les années 70. Et ils vont inclure, en revenant aux fondamentaux de l'art, c'est-à-dire la toile, le châssis, l'empreinte de la toile sur châssis, le coup de brosse qui marque et imprègne la toile. À partir de ça, non pas revenir à la tribu primitive, aux origines de l'art, mais à une origine possible pour régénérer un peu la modernité telle qu'elle s'avilissait, telle qu'elle s'affadissait en France, en s'inspirant du travail minimaliste des Américains. Et si vous commencez à vous interroger sur ce qui se passe dans une œuvre de Viala, vous allez retrouver immanquablement tout un discours politique, une mise en situation de l'œuvre en son temps, et donc vous allez comprendre cette entreprise de déconstruction qu'ont opéré les gens de Support Surface. Alors tout d'un coup, les artistes français sont en train de remonter, de sortir de cette espèce d'ornière de mépris dans laquelle on les avait mis. On peut parler un peu de mépris parce qu'on les a méprisés. On les a méprisés. Mais ils ne se bougeaient pas non plus, ils ne faisaient pas grand-chose. Alors, ils ne se sont pas trop bougés quand même. Ils ne se sont pas trop bougés. Je dirais peut-être que les galeristes ne se sont peut-être pas toujours bougés. Les musées peut-être pas toujours bougé, et je prends ma part de responsabilité, c'est-à-dire que le conservateur du musée de Saint-Étienne que j'ai été, pendant quelques années, a acheté des Américains, a acheté des Allemands, mais très vite, j'ai aussi acheté les Français. J'ai commencé par acheter les Américains et puis les gens de Support Surface. Maintenant, on se rend compte que dans cette querelle New York-Paris, qui s'accentue à partir de 1964, c'est-à-dire la Biennale de Venise, pour laquelle Robert Rauschenberg a obtenu le Grand Prix, on s'aperçoit que cette querelle n'a plus vraiment de raison d'être. Elle n'a plus de raison d'être. Les Américains ont voulu radicaliser la peinture en faisant des objets, alors que les Français voulaient toujours faire ce que Franck Castel appelait de la peinture un moyen de connaissance, un moyen de savoir. Et donc, en quelque sorte, une optique sur la réalité. Et les gens de Support Surface, différemment, ont pris la peinture américaine et ont essayé de l'ancrer dans l'histoire et essayé d'élaborer une conception même de la peinture qui soit anthropologique. Et puis, le marché aussi a joué. Maintenant, les Américains atteignent de tels prix que l'on voit, avec le temps qui passe, des collectionneurs se reporter vers Pierre Soulages, vers Hans Hartung, vers Shimon Antai, vers un artiste qui est chez nous, qui a été complètement oublié alors qu'il vendait beaucoup aux États-Unis, qui s'appelait Jean Messager. Et Maurice Estève, Bissière, Bazaine sont un peu délaissés, un peu trop, et je crois que petit à petit les choses vont se rétablir. Et là, je ne parle pas d'un point de vue revendication. Je fais simplement ce constat. Et je crois aussi qu'il faut un exotisme maintenant que l'art américain a triomphé, maintenant que l'art américain a affirmé qu'il était le grand dépositaire de la tradition formaliste italo-française,
que le contrepoint romantique, germanique et l'exotisme maintenant des pays émergents ont gagné, peut-être qu'on peut se retourner vers ces Français avec leur qualité dans la peinture, la subtilité, le goût de la lumière, une élégance peut-être, et pourquoi pas. Et même chez mes amis de Support Surface, regardez, il y a une subtilité, même quand elle est empruntée à la peinture chinoise, à la tradition du lavis chinois chez Marc Devanne, il y a ces qualités françaises qui ne sont pas négligeables et elles s'accommodent très bien avec le radicalisme américain. Et je suis passionnément épris et de la grande peinture américaine et du romantisme allemand parce qu'on a toujours besoin de ce contrepoint. Enfin, un fanatique de Gerhard Richter et de Baselitz, et de Beuys ou de Blinky Palermo, mais je n'oublie pas mes amis de Support Surface qui sont bien à la hauteur. La galerie a 20 ans cette année et lorsqu'on a réfléchi à quel serait l'artiste qui serait le plus approprié pour fêter cet anniversaire, sachant que nous sommes monospécialistes des peintres de l'école de Paris, il nous est apparu évident que Poliakoff était celui qui à la fois représenterait le mieux l'école de Paris des années 50 en tant que telle, et aussi probablement la galerie parce que je crois que c'est l'artiste dont on a vendu le plus d'œuvres de qualité au fil des 20 années que nous existons. Alors c'est pas un hasard s'il y a en même temps une rétrospective au musée d'art moderne. Ça n'est plus un hasard, au départ c'est un concours de circonstances parce que nous avons commencé à rassembler ce que vous avez sous les yeux il y a 5 ans, après la précédente exposition Poliakoff qui a eu lieu en 2008 et où nous avons tout vendu, donc nous n'avions plus de tableaux. Il a fallu travailler pour convaincre les gens de nous confier les œuvres, enfin faire un gros travail en amont. Et il s'est trouvé que dans le cours de ce travail, le musée d'art moderne, de son côté, avec la famille Poliakoff, a entrepris la construction de cette très belle rétrospective qui a été menée par Dominique Gagneux, la conservatrice en charge de cette exposition. Et évidemment, elle nous a approchés pour permettre quelques tableaux de faire partie, de figurer dans cette exposition. Donc nous sommes à la fois présents à la FIAC avec Poliakoff et présents au musée d'art moderne de la ville de Paris avec le prêt d'une quinzaine d'œuvres dont nous sommes le médiateur, que nous avons donc prêté pour le compte de nos clients à qui nous les avons vendus par le passé. La définition, je crois que c'est celle qu'il a lui-même donnée de la personne qu'il était et à laquelle il faudrait revenir. Il se considérait comme né en Russie, mais comme peintre français. Et l'école de Paris d'ailleurs dans son ensemble, on parle de 350 artistes qui ont travaillé à peu près, qui ont travaillé à Paris dans les années qui ont suivi la guerre et jusqu'au milieu des années 60, venaient d'horizons très différents. Poliakoff était russe, Riopelle était canadien, Stahl était russe également, Zaouki chinois, enfin Paris était le centre de la création artistique à ce moment-là et rassemblait des gens de divers horizons et de diverses nationalités. La FIAC est sans doute celle parmi les très grandes foires d'art moderne et contemporain à faire la place la plus belle aux galeries de son territoire national puisqu'il y a, je crois, environ 30% d'exposants qui sont français. Donc oui, à la fois c'est une foire qui est très internationale, sur un plateau qui représente environ, je crois, 180 exposants, donc c'est très peu, à comparer avec les 300 exposants, par exemple, qui exposent à Bâle ou Maastricht, nous sommes également 300. Mais la FIAC a toujours tenu à garder un contingent de galeries nationales assez significatif. On a remarqué aussi qu'il y avait une présence d'artistes français beaucoup plus importante cette année. Écoutez, ça me fait plaisir que vous le dites. 30% des galeries qui sont sélectionnées pour participer à la FIAC sont français. Ça nous place en fait parmi les grandes manifestations d'art dans le monde en premier pour le contingent national. Et ce n'est pas parce que nous nous efforçons absolument de prendre un nombre important de galeries françaises, c'est parce que la scène artistique en France est très forte et la FIAC a cette spécificité de vouloir représenter la scène française. Ce qui est vrai aussi, et c'est important de le noter, c'est que depuis quelques années, les artistes français sont montrés aussi par des galeries internationales. C'est le cas par exemple de Cyprien Gaillard, qui est présent dans sa galerie mère, qui est Burgada et Carniel de Paris, mais aussi par exemple chez Sprüt Margers de Berlin.
et de Londres. Et c'est un phénomène qui se généralise. C'est une chose très heureuse parce que dans les années 80 et 90, les artistes français avaient beaucoup de mal à s'imposer à l'étranger. Et je ne dis pas que c'est une situation qui se renverse et que c'est radicalement l'opposé, mais en tout cas, les choses deviennent plus faciles. Les artistes français attirent une audience, un public à l'étranger aussi. Écoutez, ça c'est une question très difficile. J'ai des chouchous, c'est vrai que j'ai des chouchous. Il y a toujours chaque année des nouveaux artistes que je vois se profiler et que je pense vont faire une œuvre, n'est-ce pas? Parce qu'on ne parle pas, ou je n'aime pas parler de carrière, mais qui vont construire une œuvre. Et je pense que ce jeune sculpteur américain, Gavin Kenyon, qui montre chez la toute jeune galerie Remeken Crucible, va faire une œuvre. Je suis persuadée également que le jeune Thaïlandais Korakrit Arunchaya, qui montre dans la galerie Clearing de Brooklyn et de Bruxelles aussi, va faire une belle œuvre. Il n'a pas 30 ans encore, il est tout jeune. Il y a aussi Shane Hamilton, qui est montré chez Crève-Cœur, que je trouve intéressant, très intéressant même. Et puis j'ai aussi des coups de cœur pour des œuvres plus classiques. Il y a une sculpture de Thomas Schutter. Ce n'est pas un artiste non plus très âgé, il doit avoir une soixantaine d'années, c'est un très grand sculpteur. Il y a une très belle pièce ici à la galerie David Zwirner. Mais il y a une toute petite pièce de lui, qui est non moins belle pour moi, qui est montrée chez Peter Freeman et qui est un petit bijou. Et puis il y a une œuvre aussi de Louise Bourgeois. Et puis aussi il y a une œuvre de Louise Bourgeois que montre Hauser Airworth, qui est faite dans la dernière année de la vie de Louise Bourgeois. Et on sent là, dans cette œuvre, toute la richesse de son expérience de vie et d'artiste s'exprimer aussi en texte. Et c'est une œuvre pour moi qui est très puissante, très poignante. La FIAC est une manifestation qui se développe aussi à travers Paris, dans les sites hors les murs. Il y a quelques œuvres qui vont signer un peu cette FIAC 2013, j'en suis à cette veille de fermeture quasiment certaine. Pour parler de deux œuvres ici dans le Grand Palais, le Ai Weiwei, fabuleux, montré par Neugerim Schneider, un arbre fait en acier qui est assemblé de morceaux d'arbres morts boulonnés ensemble. C'est une construction extrêmement puissante, sculpturale, qui montre à la fois, si vous voulez, la mort, bien sûr, mais aussi une tentative de reconstruction. Et puisque c'est un arbre, quelque part la vie aussi. Et c'est sans doute de la part de Ai Weiwei un commentaire sur la Chine, sur sa Chine natale, un pays qui le garde consigné à domicile, qui n'a pas le droit de quitter, mais qui est ici présent avec nous. Le Bertrand Lavieille, qui est montré chez Yvon Lambert, la Ferrari accidentée le 10 non en fait. C'est une ready-made, la voiture a été accidentée et a été achetée dans un état accidenté. C'est une voiture dans laquelle personne n'est mort parce que j'estime que l'art et la mort ne sont pas vraiment compatibles, mais c'est un objet qu'on peut contempler qui rassemble une aide de la beauté, mais aussi de la détérioration de cette beauté. C'est une œuvre trouble, complexe, mais que je pense va marquer les esprits. À l'extérieur, c'est important pour nous aussi, le Dubuffet, le grand Dubuffet qui accueille les visiteurs à l'entrée du Grand Palais, devant le Petit Palais, qui s'appelle Welcome Parade.
Parade de bienvenue, donc une œuvre de Jean Dubuffet de 1947, qui est montrée ici à Paris par la galerie Waddington Cousteau et par la Pace Gallery avec la Fondation Dubuffet. Et en dernier lieu, très heureuse de pouvoir présenter pour cette FIAC une œuvre très engagée politiquement, qui est une œuvre de société réaliste sur le pont Léopold Sédar Senghor, l'ancien pont de Solferino, qui mène des berges de la Seine aux Tuileries, au jardin des Tuileries, que nous occupons également avec nos œuvres hors les murs. Et c'est en fait, ce sont tous les drapeaux des pays membres des Nations Unies, installés sur des mâts de 6 mètres de haut, 193 drapeaux. 193 drapeaux dans lesquels les couleurs des drapeaux sont respectées, la proportion de couleurs dans chaque drapeau, mais tous les drapeaux sont traités en motif de camouflage. Et en fait, ce qui est très frappant, évidemment, c'est la beauté visuelle de l'œuvre, mais aussi son message, puisque UN Camouflage, ça indique quand même un questionnement qui se cache, de qui se cache-t-on et pourquoi se cache-t-on? Comment des pays qui sont en conflit, en fait, l'un avec l'autre, peuvent se ressembler quand leur drapeau est assimilé à un motif de camouflage et quelles sont les sources, les causes et les raisons de ces conflits.